Bonjour à tous. On va parler du secteur de l'espace aujourd'hui. On va voir comment la France muscle ses techs. On aura en plateau une super pépite, une start-up française qui incarne une nouvelle génération autour des mini-lanceurs. Je veux parler de Hyperspace qui sera avec nous donc dans quelques instants. Et puis on aura aussi un spécialiste des affaires spatiales américaines pour commenter cette mutation de l'écosystème. Mais d'abord, je propose qu'on pose 3 questions autour du Bitcoin et s'il y avait une autre façon d'investir dans cette crypto-monnaie. Très heureuse de vous recevoir, Frédéric Chenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien patron d'Infogrames, Atari, un pionnier du jeu vidéo converti à la crypto-monnaie. Aujourd'hui, vous êtes le PDG de CBI pour Crypto Blockchain Industrie. On passe du jeu à la crypto de manière naturelle comme ça? Oui, c'est très naturel Ah parce oui. que, en fait, non, mais Pourquoi? dans tous les jeux vidéo, on avait toujours des jetons qui étaient destinés à alimenter l'économie. Donc, c'était vraiment tout à fait naturel. Sur Atari, on a déjà évolué dans la blockchain. Oui. On avait fait les tokens, on en avait quand même beaucoup investi. Et en fait, c'est vraiment très, très naturel de gérer ses économies et d'utiliser la blockchain en fait, pour apporter de nouvelles expériences. Donc, c'est Alors, vraiment complémentaire. quand on s'est vu la dernière fois, ça remonte un petit peu, vous m'avez dit, en fait, on va créer une nouvelle façon d'investir dans le Bitcoin sans passer par des plateformes. Tout à fait. Ok, sauf CBI, c'est une plateforme. Ouais, ça reste un véhicule d'investissement. Je crois que la différence entre investir en Bitcoin directement et investir dans des sociétés qui investissent dans le Bitcoin, c'est qu'en fait, il y a beaucoup moins frais de transaction. Puisqu'à chaque fois qu'on bouge les Bitcoins, il y a des frais. Surtout si vous voulez ajouter des euros pour acheter des Bitcoins, aujourd'hui, vous payez 1,5, 2%. Alors que si vous achetez des actions de sociétés qui investissent dans les Bitcoins, vous n'avez pas à payer ces frais à l'entrée. Donc c'est ça, c'est principalement ça la différence. Et parlez-nous plus précisément de comment fonctionne CBI. J'ai vu que votre stratégie, vous aimez bien les acronymes de 3 lettres. Oui. Votre stratégie tourne autour des lettres A, C, E, Acquire, Create. Create et Earn. Alors Voilà, expliquez-nous. c'est plus du pour permettre de s'y retrouver très facilement. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on achète des bitcoins. Ça, c'est pas très difficile. Il suffit d'avoir de l'argent, d'acheter. Et puis, c'est un peu la stratégie, ce que j'appelle stratégie des hamsters. On les garde et puis on attend que ça monte. Ça, c'est la première chose. En tout cas, en espérant que ça monte. Ça, on peut y revenir dans quelques instants. La deuxième chose, c'est qu'en fait, là, ça vient vraiment des jeux vidéo. On crée des projets sur la blockchain et pour chacun de ces projets, on crée nos propres jetons, nos propres tokens très spécifiques. On a un projet on a un très gros jeu avec les emojis qui arrive, donc on aura un token sur les emojis, on en a un sur le football, on a des projets aussi plus industriels, notamment sur des diamants. Donc pour chacun de ces projets, on crée nos propres tokens sur sur le blockchain. Donc effectivement, le coût de création, il est quasiment nul, à part l'investissement dans le jeu. Et on essaye ensuite, effectivement, de réinvestir les profits dans les bitcoins. Ça, c'est la deuxième chose, c'est le C, creation, la création. Et la troisième chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on fait du minage. Donc le minage, les gens disent, c'est quoi, vous êtes en train de créer des bitcoins? Pas tout à fait. La meilleure analogie, c'est quand je transfère des euros d'un compte à un autre, je vais payer des frais de transaction qui me sont facturés par une banque. Pourquoi? Parce que la banque a créé le système ou a contribué au financement du système SWIFT ou équivalent. Et donc, on paye des frais de transaction. Pour les bitcoins, c'est différent. Il n'y a pas d'entité centrale qui contrôle le système. Donc, la communauté, entre guillemets, achète des ordinateurs. Alors, pas des ordinateurs tout simples. La capacité de calcul. Minage, oui. Et donc, en fait, on investit dans ces ordinateurs, on les connecte et on est rémunéré, puisque sur chaque transaction, transfert de Bitcoin, il y a un petit pourcentage qui est donné, aux propriétaires des ordinateurs. Donc là, ça nous permet d'avoir des rendements très intéressants. Mais le minage est limité, Non, la quantité. non, alors, le nombre de Bitcoin est limité, Oui. mais le minage, en fait, couvre simplement le transfert des Bitcoins. Donc, ça peut être à la fois des Bitcoins existants ou des Bitcoins qu'on crée. Donc là, effectivement, D'accord. il y a une limite à 21 millions, mais au-delà, il y aura toujours des transactions. Il y aura Donc, les toujours transactions à valider. Voilà, il y aura toujours besoin de l'équivalent d'un système SWIFT. Donc, c'est le E pour earning, parce qu'on gagne ces bitcoins, en fait, en investissant dans les ordinateurs. Et alors, vous vous adressez à qui avec CBI? Vous vous adressez aux petits porteurs, aux Non, on est petits vraiment... investisseurs Ce qui est très clair, c'est qu'on est sur une activité de très long terme. Le dernier bitcoin sera miné, si j'ai bien compris, en 2140, si j'ai bien lu.
On est véritablement, nous, sur des cycles de très long terme. Parce que la première chose, c'est, être convaincu que blockchain est une technologie qui va rester. Bon, je le pense, de plus en plus de gens le pensent. Non, mais on voit bien, ça arrive partout, c'est déjà, en fait, même dans la finance, c'est déjà là. Deuxièmement, c'est se dire, OK, est-ce que le Bitcoin va effectivement être l'or digital, l'élément, je dirais, un élément financier important? C'était assez, je dirais, débattu il y a 10 ans. Il y avait même JP Morgan qui disait que c'était une fraude. Plus récemment, ils acceptent même que les prêts qu'ils font soient garantis par des bitcoins. Donc, on est quand même passé de c'est une fraude à je veux bien le prendre en garantie pour l'argent que je prête. Il y a même un grand écart. Et donc, blockchain, Bitcoin, il y a d'autres jetons, il y a d'autres tokens comme l'Ethereum, mais blockchain et Bitcoin sont vraiment les deux éléments. Donc, et derrière, on est sur du long terme. On n'est pas sur des trucs qui vont se déboucler la semaine prochaine, le trimestre prochain. On est véritablement sur ce type d'investissement. Donc, il faut faire, avant d'acheter les actions, il faut juste regarder effectivement ce qu'on est en train de faire avec, si je prends les bitcoins, pour terminer sur cette question, on est effectivement pour l'instant sur une courbe qui monte, mais il y a quand même beaucoup d'oscillations autour d'une courbe. Oui, c'est Donc, il faut véritablement, se dire, est-ce que quand le Bitcoin passe de 115 à 90, 92, 89, comme encore ce matin, est-ce qu'on a touché le haut à 115 ou est-ce qu'on va aller bien au-delà? JP Morgan, pour revenir dessus, dit 250 000. On verra bien. Il y a plein d'éléments structurels qui font que le Bitcoin, à mon avis, est un outil très important. Je crois que le plus intéressant avant d'investir, c'est de regarder comment ça marche, à quoi ça sert et quel est véritablement le potentiel de la crypto-monnaie. Je pense que si on n'a pas fait cet élément-là, il faut mieux éviter d'investir. C'est une stratégie d'investissement sur le long terme autour du Bitcoin et de la blockchain. Tout à fait. Ça me fait penser, moi, au projet qui a été annoncé par Éric Larchevêque. Projet à multifacettes, pas forcément très simple à décrypter, mais qui, en tout cas, porte cette vision que le Bitcoin pourrait devenir le nouvel étalon or. Vous êtes de cet avis? Je n'irai peut-être pas jusqu'à étalon or, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quoi ça sert. D'accord ? Nous, en France, ou même en Europe, on n'aura jamais besoin du Bitcoin pour aller acheter, pour faire des courses. Ça n'existe pas. La baguette de pain. Voilà, baguette de pain. On a une carte de crédit. Nous, on n'en aura jamais besoin. Ce qu'il faut bien comprendre, alors je vais faire un peu aussi je vais aborder le thème où la tech peut quand même apporter quelques éléments de réponse à certains problèmes. Aujourd'hui, il y a 50% de la population mondiale qui n'aura jamais accès à un compte bancaire. C'est simple. Pourquoi ? Parce que pour avoir accès à un compte bancaire, il faut pièce d'identité, adresse, bref, des éléments d'identification. Ces personnes ne les ont pas. Donc, c'est simple. Donc, ces personnes, moi, je fais beaucoup d'activités en Afrique ou dans les pays comme le Pakistan et autres. Les personnes ne peuvent pas avoir accès à des comptes bancaires parce que simplement, ils n'ont pas de pièce d'identité ou pas d'adresse. Le système des blockchains, il n'y a pas que Bitcoin, il y a Bitcoin, Ethereum et autres, USDT, USDC, avec toutes les réserves qu'on voit sur ces cryptos. Ça permet quoi ? Ça permet à quelqu'un qui est aujourd'hui dans un de ces pays de télécharger en 1 minute, 2 minutes un wallet, un portefeuille, et ensuite de recevoir de l'argent qu'il va pouvoir échanger contre la monnaie locale, mais en 2 minutes. Il y a 10 ans, c'était impossible de bosser avec des... Ça veut dire que vous voyez plus comme quelque chose de complémentaire au système monétaire ? Non, c'est quelque chose qui va permettre d'intégrer dans un circuit économique le reste de la population qui n'aura jamais de carte Visa, Mastercard ou American Express. Donc, c'est ça l'intérêt comment dirais-je, sur la partie financière. C'est ça l'intérêt de ces wallets. Nous, aujourd'hui, on peut travailler avec des développeurs qui sont... en République démocratique du Congo, qui sont au Kenya, en Tanzanie. Avant, il y a 4 ans, quand je devais, ou un peu plus, quand on devait envoyer de l'argent, on passait par une société, dont je dirais le nom, mais qui s'occupait de transferts internationaux. Ça nous prenait 48 heures et ça nous coûtait 8%. Donc là, aujourd'hui, ça nous prend 20 secondes. Les frais sont sont juste, je dirais, très petits, très faibles, vraiment insignifiants. Et ensuite, ce qu'on sait, c'est que la personne qui reçoit l'argent local
Mais très facilement, elle peut transformer ce USDC, USDT, cette Bitcoin, dans de la monnaie, parce que bon, je suis juste sur l'Afrique. C'est la monnaie, c'est de la monnaie digitale sur le téléphone. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour échanger l'argent, donc ça se fait très facilement. Et aujourd'hui, on arrive à travailler avec des développeurs dans ces pays-là. Alors, c'était juste impensable même il y a 5 ans. Donc c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert les wallets. Okay. C'est les bitcoins et l'Ethereum. C'est super de nous donner cette Nous, on n'en a vision. pas besoin. Non, mais pour revenir sur l'histoire de la baguette, avant que c'est que ce sont que des effets d'annonce. Il y a, par exemple, je sais que le printemps autorise le bitcoin aujourd'hui, et c'est génial, mais c'est pas pour les Français qui le fait, ce sont pour les étrangers qui viennent, j'imagine. Enfin, je connais pas le détail. Et quand je vois l'annonce, c'est juste pour surfer sur une vague aussi, peut-être. Non. Je pense que vous avez beaucoup de. Je pensais qu'il y a une vision. Et c'est pas pour autant que ces gens-là sont des fraudeurs fiscaux, des terroristes. Je veux dire, vous avez aujourd'hui des gens qui ont, je dirais, des patrimoines en aspects digitaux, et pour eux, c'est beaucoup plus simple. Ils n'ont pas nécessairement de carte bancaire. Et pour ces personnes-là, c'est plus simple d'aller au printemps, j'imagine, et de payer en bitcoin. Et je trouve ça bien. Mais il faut bien comprendre l'intérêt de la blockchain, l'intérêt des bitcoins. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, OK, peut-être qu'effectivement, ce truc-là va rester. Et pour l'instant, je dirais, la progression, elle est comme ça, mais je sais qu'il y a vraiment des oscillations autour d'une courbe. Donc, il faut faire attention, quoi. Merci beaucoup, Frédéric Chenet. C'était super intéressant. Je suis à chaque fois très heureuse de vous recevoir pour nous donner votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le PDG, président directeur général de CBI, Crypto Blockchain Industrie. Vous restez avec nous, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'espace et les techs. OK. On part dans l'espace aujourd'hui dans Smart Tech. On va s'intéresser à la manière dont la France muscle ses techs. Et oui, on a des pépites et notamment en plateau. Très heureuse de recevoir Sylvain Bataillard. Bonjour. Bonjour. Ingénieur aérospatial de formation. Vous avez un bagage aussi en géopolitique, stratégie, défense. Et vous êtes surtout aujourd'hui le cofondateur et le Chief Strategy Officer de Hyperspace. Hyperspace, ça ne s'entend pas, mais c'est une entreprise française. On vous présente un peu comme l'incarnation d'une nouvelle génération de mini-lanceurs. Donc, vous allez nous raconter un petit peu ça, votre technologie, comment vous vous positionnez et surtout comment la France peut se positionner et l'Europe même dans cette conquête spatiale. Avec vous en plateau, Xavier Pasco, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir, Xavier. Vous êtes le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez coordonner des travaux qui portent sur l'espace, les hautes technologies, la sécurité. Vous êtes un spécialiste des affaires spatiales européennes, civiles et militaires. Donc avec vous, on va vraiment prendre de la hauteur, si je puis me permettre ce jeu de mots, dans notre talk qui parle de l'espace. Déjà, Sylvain, je voulais qu'on commence ensemble sur votre technologie. Précisez-nous ce que fait Hyperspace. Vous travaillez sur la commercialisation de vols orbitaux, suborbitaux. C'est ça. Donc Hyperspace, on commercialise, donc on vend un service de lancement qui soit orbital ou bien suborbital. Donc c'est forcément dual, donc pour civil ou militaire. Donc c'est de la logistique finalement. C'est un petit peu ça, c'est de la logistique pour l'espace. Et ça permet, c'est pas que de la logistique, ça permet aussi de faire pas mal d'expériences, notamment pour le suborbital. Donc on développe 2 vecteurs, donc un vecteur suborbital Baguette One et un vecteur orbital Baguette One, donc Obi-Wan. Et ces 2 vecteurs sont... Ouais. Oui, voilà. Ces 2 vecteurs sont basés sur une technologie de propulsion qu'on développe en interne, qui est innovante, qui est brevetée, et dont en fait l'objectif est d'avoir une technologie de propulsion plus simple, donc moins chère. Et qu'est-ce qui est breveté alors? Qu'est-ce qui est différent par rapport à ce qui existe sur le marché? Est-ce que vous êtes en concurrence frontale avec un SpaceX? Alors, on n'est pas vraiment sur le même marché, on n'a pas non plus la même envergure financière, bien entendu. Mais en fait, dans la principale technologie de propulsion qui est utilisée dans le spatial, c'est la propulsion liquide, qui est très complexe, très chère, avec des pièces qui s'appellent des turbopompes, qui sont excessivement complexes. C'est de l'horlogerie suisse qui tourne à 100 000 tours minute. Nous, on a développé une architecture de moteur en propulsion hybride, donc moitié solide, moitié liquide, qui n'a pas de turbopompe. Et donc, c'est là que vient notre principal avantage. Notre moteur a environ 30 fois moins de pièces qu'un moteur à propulsion liquide. Donc, vu qu'il est plus simple, il faut moins de monde pour le concevoir, c'est plus facile à produire. Et notre carburant étant du polyéthylène haute densité, c'est-à-dire du plastique tout simple, c'est le plastique le plus courant qui existe. On a aussi une supply chain qui est beaucoup plus résiliente et beaucoup plus simple.
Je vous posais la question de SpaceX, mais je peux peut-être la poser aussi à Xavier Pasco. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore de la place sur le marché pour des entreprises innovantes avec des mini-lanceurs? Je crois qu'il y a de la place sur le marché, ne serait-ce que parce que tout le monde ne veut pas lancer sur SpaceX. SpaceX, effectivement, a pris une place assez démesurée aujourd'hui dans le marché du lancement, hein. Globalement, on va être à 250 peut-être lancements par an, et SpaceX va en réaliser entre 150 et 200 d'ici quelques années. Enfin voilà, on voit bien que c'est là. Mais en même temps, SpaceX d'abord tire beaucoup ses propres satellites, hein, puisque SpaceX met en même temps en l'air, si j'ose dire, Starlink, hein, Oui. cette fameuse constellation qu'on connaît tous. A effectivement ce marché américain qui est très fourni aussi, hein. On sait bien que les Américains, le gouvernement américain tire beaucoup, etc., et utilise SpaceX. Et donc finalement, il y a encore de la place pour des clients étrangers qui ont besoin de tirer des satellites de nature très différente. Il y avait des satellites, des gros satellites, mais des satellites plus petits, en grand nombre ou en moins grand nombre. Et donc, il y a sans doute de la place. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de tirer parti de cette petite place. Et aujourd'hui, l'offre de lancement va être importante. Donc, il faut être différenciant, comme on dit. Petite place, ça veut dire que c'est un petit marché ou c'est un gros marché? C'est sans doute, ça reste... Alors, le marché spatial, ce ne sont pas des télévisions, ce ne sont pas des voitures qu'on produit à la chaîne, hein. Oui. Alors même si aujourd'hui on tire tous les 2 jours, etc., il faut bien se rendre compte que c'est d'abord historiquement un marché qui a été créé par les gouvernements pour tirer leurs propres moyens, enfin pour mettre en place leurs propres moyens. Seulement récemment, on a vu ces constellations, ce qu'on appelle ces constellations d'orbite basse, se multiplier. C'est très récent, ce sont des milliers d'objets, des dizaines de milliers d'objets peut-être, ce ne sera pas des millions d'objets. Mais c'est quand même un marché qui trouve son équilibre économique si vraiment on sait, combiner à la fois une réponse à la demande publique et une réponse à la demande commerciale, plus commerciale. Et comment vous le voyez, vous, ce marché et cette possibilité de se faire une place aujourd'hui en Europe avec des acteurs européens? Mais moi, ce que je vois, c'est que je parle à beaucoup de constructeurs de satellites qui ont besoin de lancer des satellites, surtout en France et en Europe au global, hein. C'est la plupart des gens à qui je parle se situent dans cette zone-là. Et eux en ont clairement marre de tirer avec SpaceX. Ils se plaignent en fait de la complexité d'envoyer son satellite aux États-Unis aussi, vu que SpaceX est clairement en position de monopole. Ils peuvent se permettre un service qui n'est pas forcément le top de ce qui est attendu par ces. En plus. Mais en fait, voilà, les gens n'ont pas le choix. Quand ils ont besoin de lancer un satellite rapidement, actuellement, il n'y a pas vraiment le choix. C'est surtout sur SpaceX que ça part. Et même des satellites institutionnels européens et sont lancés sur SpaceX. Et donc ça, on se rend compte que ce n'est pas forcément possible. Ouais. Enfin, c'est possible visiblement. Oui, enfin, on ne peut mais pas c'est continuer comme ça. Souhaitable. En termes d'autonomie stratégique, c'est compliqué. D'accord. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'idée de créer vraiment, de partir en fait vous créez votre start-up, vous avez breveté votre technologie, d'arriver à vraiment un passage à l'échelle et de créer avec d'autres entreprises autour de vous un véritable écosystème européen. Qu'est-ce que ça représente comme défi aujourd'hui? Parce que on n'arrête pas de nous dire finalement, on a des talents, on a des technologies, on a des startups. Ok, mais tout ça, ça fait pas aujourd'hui encore un écosystème vraiment solide sur lequel on peut se reposer pour avoir une politique spatiale autonome ou indépendante. Xavier? Je pense, mais alors, je laisserai répondre sur la partie, je dirais, la plus terrain. D'un point de vue, si on prend un peu de recul par rapport à l'activité spatiale européenne aujourd'hui, on voit bien que, effectivement, les talents sont là, les entreprises, les technologies européennes sont au top des technologies mondiales. Il y a de la commande publique, parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, il n'y a pas de commande publique dans le numérique, mais là, il y en a. Il y en a, mais qui n'est peut-être pas totalement répartie uniformément entre les grands programmes classiques gouvernementaux et je dirais peut-être un appel d'air pour des petites entreprises, des entreprises qui vont innover. On a par exemple l'exemple de récemment la conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne. Il y a de l'argent et même les gouvernements ont sursouscrit, donc ont mis plus d'argent qu'attendu. On va être sur 22 milliards, plus de 22 milliards sur 3 ans, sur les 3 prochaines années. Donc on se dit, il y a beaucoup d'argent. Oui. Après, dans le détail, cet argent, par exemple, peut être concentré sur certains grands programmes qui sont des programmes très institutionnels, où là, il est très difficile pour les petites entreprises d'accéder, et finalement, avec peu d'incitation pour, on va dire, créer un équilibre public-privé pour des nouveaux programmes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on a besoin d'une vision politique en Europe qui n'est pas encore totalement là. Et la difficulté par rapport aux États-Unis, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, c'est encore en transition, j'allais dire, mais le gouvernement et le secteur privé trouvent de nouvelles relations.
entre eux pour finalement s'épauler mutuellement. On n'en est pas là en Europe. Le secteur institutionnel et les secteurs privés sont encore des secteurs disjoints. Oui. Et pour le coup, le marché privé reste encore à construire. Donc on est un petit peu dans une phase différente. En fait, c'est un défaut de politique publique, mais aussi de politique industrielle. Alors de politique industrielle, parce que la question qui se pose, est, pour les satellites par exemple, c'est qu'aujourd'hui, des filières de satellites qui vont produire des dizaines de milliers de satellites pour les mettre en orbite, ont besoin d'une industrie qui va les utiliser. Et ça, c'est l'industrie de la tech aux États-Unis, ce sont les GAFAM, c'est peut-être Beidou, Tencent en Chine, par exemple. On n'a pas l'équivalent. Et donc, ce lien entre l'espace et le digital, si vous voulez, ou le numérique, comme on dit, il n'est pas créé en Europe parce qu'on a un peu un déficit industriel du côté du numérique. Alors, il y a de très bonnes entreprises numériques, là encore, on est au top, mais on est plus dans des choses qui ont une échelle différente de celle qu'on voit aux États-Unis ou en Chine. Ça, c'est certain, oui. Vous avez la même perception. Ouais, non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ce qui, en fait, c'est vraiment le besoin final qui va tirer le besoin d'avoir des satellites, des constellations, donc le besoin de lancement. On lance pas juste pour le plaisir, il y a vraiment des utilisations derrière, des données, de la télécommunication, de l'imagerie ou quoi que ce soit. C'est ça qui vient vraiment tirer. Mais là où... Parce qu'on a l'impression qu'ils sont là, les besoins. Enfin, je sais pas, ça semble tellement évident. Mais sur le marché de la tech, il y a quand même un très fort tropisme des États-Unis qui, pour eux, lance beaucoup de satellites. Et on voit qu'en Europe, on utilise des services numériques surtout des États-Unis, tout ce qui est GAFAM. Et donc, forcément, en fait, on subventionne un petit peu leur industrie spatiale indirectement. Ouais. Et pour l'instant, on n'a pas encore opéré le changement de perspective ou d'instaurer une confiance sur nos techs françaises. Pour l'instant, pas tout à fait. Je pense qu'il... On peut prendre un exemple qui est celui, qui reste hypothétique, mais du cloud dans l'espace, par exemple. On commence à entendre parler des grandes entreprises qu'on connaît tous, Amazon et d'autres, qui veulent mettre leurs serveurs dans l'espace pour tout un tas de raisons. Indépendamment du fait de savoir si ça va être rentable, si c'est quelque chose qui a vraiment un sens, etc., c'est une idée que nous, en Europe, on ne peut pas avoir parce que nous n'avons pas les acteurs correspondants. Donc, vous voyez bien qu'il y a non seulement le marché réel, mais il y a la projection qu'on en fait, qui peut-être, et moi, j'ai les plus grandes... Ça n'aura pas de suite. Ça n'aura pas de suite. Mais en tout cas, alors on va utiliser le storytelling, le récit qui est fait industriel, il est différent. Ouais. Et à partir de là, nous, on a cette difficulté d'avoir un récit industriel. D'ailleurs, on n'est pas sûr d'en vouloir un. Il y a beaucoup de gens en Europe qui pensent qu'il faudrait que l'espace se consacre à la science simplement et pas nécessairement à l'industrie. L'industrialisation de l'espace, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas... La privatisation, finalement. Alors, la privatisation ou la réorganisation de l'activité spatiale, je suis toujours prudent par rapport à la privatisation de l'espace, mais en tout cas, cette industrialisation, cette banalisation de l'espace en Europe, on n'en est pas là. Et on se cherche un peu sur cette question. Et ça donne pas envie à une boîte comme Hyperspace d'aller travailler avec les Américains ? Disons que j'aimerais quand même travailler à la souveraineté de mon pays et puis de l'Europe, tant qu'à faire, puisque en fait, on a déjà quand même, je tiens à préciser, un très fort soutien du gouvernement français via France 2030, qui nous a quand même pas mal financé. Le CNES aussi, financé par France 2030, nous a acheté nos premiers lancements. Donc ça sert de client d'ancrage, puisque le spatial quand même marche pas mal avec un besoin institutionnel de client d'ancrage. Et ensuite, c'est le marché privé qui vient prendre la suite. Mais voilà, on est très fortement soutenu par la France. Je pense que c'est important quand même qu'on construise cette autonomie, qu'on continue à construire cette autonomie stratégique, cet accès à l'espace qui doit vraiment être rendu beaucoup plus simple à l'échelle européenne. Après, ça vient se heurter, puisqu'on parlait de récit tout à l'heure, un récit, une vision de l'espace qui est très fragmentée en Europe. On n'a pas de vision globale et unifiée. Donc forcément, c'est plus compliqué de construire un écosystème industriel qui tire dans le même sens si chaque pays a une vision un petit peu différente. Et vous avez eu des demandes des Américains ? On parle avec des gens aux États-Unis, non, mais après des demandes, plutôt des gens des satellites qui ont besoin de lancement, qui regardent un petit peu tout ce qui se fait. Mais parce non, que j'imagine, vous êtes prêt à travailler avec n'importe quel client a priori. Ou... Ah oui, tout à fait. Oui. Alors ça, tout à fait. Voir le business, en fait, le business est surtout aux États-Unis, dans le spatial. Et malheureusement, pour une entreprise, il faut être rentable. En Gironde, où vous êtes également, s'est installée The Exploration Company, qui est une entreprise franco-allemande. Est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que voilà, cette idée de créer un écosystème, un tissu véritablement de start-up tech de l'espace, est-ce que ça prend une forme de réalité ? Tout à fait, ça prend une forme de réalité. Alors, on ne travaille pas directement avec eux, mais on se voit, on se côtoie, on se croise dans les mêmes événements de toute façon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on amène aussi, on attire
toute la chaîne industrielle qui est avec, c'est-à-dire les sous-traitants qui font des technologies spécifiques, comme là, je pense au composite, je pense à tout ce qui est maîtrise des fluides cryogéniques, par exemple, qui viennent s'installer pas trop loin. Et en fait, ça vient un petit peu cristalliser c'est un écosystème technologique et industriel qui était quand même déjà présent en Aquitaine, autour de Bordeaux. Il y a 3 sites Ariane Group, un site, voilà, un site Safran, Dassault, un Thales. Bon, il y avait déjà du monde. Mais l'aspect New Space vient rajouter encore une couche. Et c'est intéressant d'avoir tout un écosystème localisé presque au même endroit. Ça marche, ça, de traverser la rue pour aller discuter d'un projet? C'est vraiment plus simple ou ça change pas grand-chose Non, c'est toujours plus simple, je trouve, d'être en local. quand même? Ouais. C'est toujours plus simple. Ouais. Alors, sur quoi se jouera, selon vous, le futur de la conquête spatiale? Parce que là, on est très focalisé finalement sur les lanceurs réutilisables, les mini-lanceurs et tout ça. Est-ce que c'est vraiment sur ça que ça va se jouer encore sur les 5-10 prochaines années, d'après vous? Mais quand on regarde juste, alors c'est un constat, il y a 3 grands domaines qui, dans le spatial, fonctionnent très fortement. C'est tout le domaine de l'orbite basse, avec tous ces satellites qui sont lancés très régulièrement, ces constellations, etc. C'est le domaine, alors le retour à l'ordre du jour de l'exploration humaine de l'espace, notamment avec le programme lunaire, alors qui connaît des aléas, mais enfin on voit bien qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans. Puis le domaine militaire, qui est un domaine très actif, etc. Et on se rend compte que ces 3 domaines ont tous besoin, on a parlé de logistique tout à l'heure, hein, c'est aussi un mot que j'utilise souvent, ont tous besoin de mobilité, de gestion de l'énergie, d'automatisation à outrance et d'intelligence en orbite, de capacité de traitement, etc. Et toutes ces industries qui investissent finalement dans ces technologies transverses, hein, les militaires ont besoin de mobilité, les gens du cislunaire, ce qu'on appelle le cislunaire, l'espace entre la Lune et la Terre, auront besoin de ravitaillement, de capacité à intervenir sur des objets en orbite, etc. Donc tout ça, c'est de la manœuvre, c'est de l'énergie, c'est de la propulsion, et donc toutes ces technologies vont être vraiment clés. On le voit bien, alors là encore, bon, c'est vraiment ce qu'on constate, si vous voulez. Et je pense que du coup, l'accès à l'espace, effectivement, va devoir se diversifier pour avoir des opérations de plus en plus réactives qui accompagnent finalement cet aspect logistique. Parce que fondamentalement, ce qu'on voit dans l'espace maintenant avec l'industrialisation, c'est l'avènement d'une vision logistique, quand même, des choses. Et ça se joue sur la plateforme logicielle en particulier? Pour moi, ça se joue un petit peu partout. Ça se joue en fait sur toute la chaîne de valeur en termes de briques technologiques, puisque c'est ça qui va vraiment permettre d'avoir un service efficient et aussi de diversifier un petit peu. On parle de le service de lancement, de service en orbite, mais comme vous disiez, il va y avoir plein d'autres choses. Mais ces briques technologiques, elles sont un petit peu communes en fait à tout type de vecteurs et à tout ce qu'on peut faire avec. Donc cette émergence aussi de briques technologiques permettra aussi de créer potentiellement des nouveaux services, des nouveaux usages, des nouvelles façons de faire sur les mêmes socles technologiques. Et je parlais, on arrive à la fin de l'émission, mais je parlais de la partie logicielle. Aujourd'hui, on travaille avec des logiciels souverains, européens ou principalement américains? Alors là, c'est difficile de se séparer de Windows. De l'open source peut-être? Alors l'open source, ouais, de plus en plus. De plus en plus, l'open source, on essaye d'avoir un maximum de l'open source. Je vous ai tendu Ça permet le aussi ça permet également de baisser les coûts. C'est aussi un avantage, mais à l'heure actuelle, c'est quand même difficile de se défaire des GAFAM, des grands géants de la tech US. Merci beaucoup Xavier Pasco d'avoir été avec nous, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, et Sylvain Bataillard, CSO et cofondateur d'Hyperspace. Je vais y arriver. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. Je suis ravie de vous présenter cette émission. Elle a été préparée par Émilie Roche à la réalisation des équipes de Bismart. On se retrouve très vite. À bientôt.